partager les slides de la journée. Donc, on aura 2 slides que vous avez partagés, que vous devez avoir reçus. Le premier, c'est l'introduction à Linux et aux commandes line. Et le second, ce sera j'espère qu'on pourra terminer ça cet après-midi, tout ce qui est programmation shell. Et après la journée de demain, on va regarder des aspects comme le conteneur répondant et Docker. Ça, ce sera pour la journée de demain. Et donc, okay. Introduction to Linux and command lines. Are you going to have to talk loudly? Can we put the air conditioning off so that there's a bit less Noise. ambient sound? L'objectif de cette première présentation, que il y aura d'abord des aspects théoriques, mais il y aura aussi beaucoup d'aspects pratiques. Donc tout au long de la journée, on fera vraiment, aujourd'hui et demain, on fera beaucoup de pratiques. Et on le fera principalement en ligne de commande. Et je vais vous expliquer pourquoi il est important de maîtriser les lignes de commande lorsque vous faites de la bioinformatique. Donc, d'école, présentation of Linux. Donc, on va regarder principalement les commandes basiques dont on a besoin. C'est vrai que sur Linux, il y a beaucoup de commandes. Vous faites de la bioinformatique, il y a un minimum de commandes qu'il faut connaître. On ne va pas parcourir toutes les commandes, mais on va regarder l'essentiel des commandes dont on aura besoin pour faire de la bioinformatique. Donc, en termes d'application, on va comment faire des commandes de base pour travailler sur les fichiers et comment utiliser ces commandes-là pour faire de la bioinformatique. La première question que je m'avais posée, c'est quoi? C'est qu'est-ce que Linux? Si on veut revenir un peu en arrière et regarder l'historique, on va aller dans les années 1970. Donc, dans les années 1970, il y a un système d'exploitation qu'on appelle Unix qui a été créé au laboratoire de ATT et Bell, qui s'appelait Linux. Il a été construit à partir d'un langage de programmation qu'on appelle le langage C. Et à partir de cette date, il y a eu plusieurs contributions. Linux est un noyau. Et donc, il y a plusieurs entreprises, plusieurs contributions qui ont essayé de produire une version de Linux. Donc, il y a eu Ultrix, il y a eu EMS, il y a eu CentOS. Et en 1991, il y a eu une contribution de Linus Torvalds et son groupe qui ont produit une version de Unix pour les machines de type personal computer et autres. Initialement, la version de Linux, la première version, c'était pour des serveurs et des gros calculateurs. Et donc, il y a une version qui a été produite en 1999 pour tout ce qui est personal computer et autres, qu'on a appelé Linux. Quelle est la bonne nouvelle ici? C'est que en construisant Linux sur la base de Unix, on se retrouve avec un système d'exploitation qui est libre, qui est free, qui est solide et qui peut être utilisé sur l'ensemble des serveurs et ordinateurs personnels qui existent. C'est ça la bonne nouvelle. C'est un ordinateur qui est multitâche. Multitâche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au même instant T, on peut exécuter différentes actions. Donc, même sur votre machine, vous pouvez lancer plusieurs actions en même temps. Et ces process-là vont s'exécuter dans le même temps. Il est multi-utilisateur. Vous pouvez monter un serveur, connecter plusieurs personnes et ils vont travailler ensemble sur
ce serveur. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et l'une des choses les plus importantes qu'il faut retenir avant qu'on aille plus loin, c'est que généralement, lorsque vous travaillez sur Windows, votre système de fichiers, il est organisé sous forme d'un arbre. Et sous Linux, c'est le même principe. Tout est organisé sous forme d'un arbre. Et tout est fichier sous Linux. Donc, un fichier, ça peut être un répertoire. Un fichier, ça peut être un fichier ordinaire comme un document Word, un document TXT, un document de fichier FASTA qu'on utilise. Un fichier, ça peut être quelque chose d'exécutable comme un programme. Et Linux gère tout sous forme de fichiers à l'intérieur d'une arborescence qu'on va découvrir ensemble. Et si vous voulez véritablement pouvoir travailler sur Linux, vous devez avoir une bonne connaissance du système de fichiers de Linux. Donc, comment fonctionne Linux? Ce qu'il faut retenir, c'est que il y a un noyau qu'on appelle le kernel. Et autour du noyau, il y a un ensemble de commandes qu'on appelle les shell. Et donc, vous, utilisateurs, lorsque vous voulez travailler sur Linux, je vais dire en ligne de commande. Mais c'est la même chose que quand vous travaillez à partir d'un programme TS. Si vous travaillez à partir d'un programme TS, ça veut dire que vous vous adressez au programme, le programme s'adresse au shell, et puis le shell s'adresse au kernel. Mais quand vous travaillez en ligne de commande, c'est que vous accédez directement au shell à partir d'un terminal. Et donc, vous adressez vos requêtes via le terminal directement au shell, et le shell interagit, vous sert d'intermédiaire avec le noyau pour exécuter votre requête. Et donc, c'est dans cet environnement que nous, on va travailler. On va travailler véritablement en interagissant directement avec le shell pour adresser directement le noyau. Et en construisant des applications de cette manière, ce sont des applications robustes, sont rapides et qui demandent moins de ressources que des applications qui fonctionnent à partir d'une application tiers, d'un logiciel tiers. Pourquoi Linux? Pourquoi Linux? La première chose, c'est que vous avez déjà à l'intérieur du Linux, c'est-à-dire directement dans le shell, un ensemble de petits programmes que vous pouvez déjà utiliser. Et ça, c'est déjà très intéressant. Sur la base des petits programmes qui existent déjà, vous pouvez vous appuyer sur ces petits programmes et développer vous-même vos workflows. En mettant les commandes, en joignant les commandes, en pipant les commandes, et il y a des astuces qui permettent de construire son propre workflow à partir des commandes qui existent sur Linux. Il y a sur Linux et dans la communauté bioinformatique un ensemble d'outils, parce qu'il y a vraiment pour l'essentiel des tâches que nous avons à faire en bioinformatique, il y a des outils libres qui existent déjà intégrés à Linux, ou bien dans des serveurs, des repositories à part, ou qu'on peut aller télécharger pour mettre dans notre environnement et travailler. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. En s'appuyant sur des outils qui ont fait leurs preuves, qui sont libres, on peut construire beaucoup de choses, construire beaucoup d'applications. Et presque tous les pipelines que vous voyez, ce sont des pipelines, même quand ils sont en interface graphique, c'est-à-dire sur le front-end, en back-end, il y a forcément des commandes Linux qui interagissent et autres. Et ça, c'est quelque chose. Apprendre les commandes Linux, vous ne pourrez pas vous en passer si vous voulez véritablement faire non-fait en bioinformatique. Vous pouvez subir, comme j'ai l'habitude de le dire, les clics d'utilisation des logiciels à interface graphique en allant cliquer, mais si vous ne savez pas véritablement derrière ce qui se passe derrière, ce n'est pas bon. Et si vous voulez faire de la bioinformatique, il faut passer cette échelle-là. Ce qu'il faut retenir aussi,
c'est que nous, lorsqu'on fait généralement de la bioinformatique, on utilise des serveurs. Et l'essentiel des serveurs, presque 90% des serveurs qui existent, fonctionnent sous Linux. Et quand vous allez travailler, généralement, quand vous avez de gros jobs à passer, c'est-à-dire si vous avez de gros traitements à passer qu'on appelle des jobs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez construire workflow sur votre machine de développement. Quand le workflow sera prêt, vous allez le tester. Mais quand vous voudrez passer en production, c'est-à-dire analyser véritablement vos data, vous allez déporter votre workflow sur un serveur et c'est du serveur que vous allez exécuter tout le reste. Et donc, il est important de maîtriser Linux parce que ça vous permettra non seulement de prendre en compte, connecter votre machine locale à un serveur et de lancer des jobs côté serveur. Bon, ça, on n'a parlé que des bons points. Mais tout n'est pas rose sous Linux. Le mauvais côté, je vais dire, mais ce n'est pas un mauvais côté en tant que tel. Parce que si on prend un peu de temps pour s'habituer, ce n'est pas un mauvais côté. Maîtriser Linux, ça demande de l'apprentissage. Ça vous demande que vous vous sacrifiez un peu pour apprendre les lignes de commande. Et ça, c'est peut-être la seule grosse contrainte. Mais quand on passe ce cap-là, tous ceux qui ont fait de la bioinformatique au départ, c'était la même chose. Et dès qu'on passe le cap des commandes Linux, on rentre véritablement dans un environnement où on peut faire les choses de nous, on peut véritablement conduire des actions en bioinformatique. Dans le cas contraire, vous allez subir. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train de travailler sur PIC, mais même en termes de manipulation, vous avez vu comme si ce n'était pas bien huilé, parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe en back-end. Quand vous comprenez ce qui se passe en back-end, ça devient véritablement facile. Vous savez que vous devez faire ceci, ainsi, après ceci, ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. S'il te plaît, peut-être tu pourrais traduire un peu pour nos amis anglophones. I think they can follow the slides. But Make it full screen. yeah, can we try and make it full screen? Because they're a little bit bitty. Has anyone not been able to access the slides? Is anybody struggling to find the slides? Okay. If you haven't found the slides, please put up a red Put the sticky. slides on our Slack as well. I mean, No, okay. because if I want to translate, I need to also use I'll do that now. look at that. You do have access to their folder though. Yeah, but I'm just not sure exactly where to look right now. Okay. Sorry, I'm not Can I good at send that. you the link to their Send folder? me the link, please. Slack? Okay, got it. In the slides from trainers folder. Yes. Intro to Binance, okay? So yeah. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que lorsqu'on travaille sur Linux, principalement en ligne de commande, on interagit directement avec le noyau de Linux qu'on appelle le shell. Et il existe plusieurs types de shell sur une distribution Linux. Il y a le Bourne Egen Shell qu'on appelle le SH, et puis il y a le Bash Shell. Si vous vous connectez à votre terminal, vous pouvez, en tapant cette commande-là, savoir quel est le shell qui est sur votre machine. Par exemple, dans mon cas, je vais si je fais écho, Can you make it bigger, please? We can just plus. oops, more bigger. How do you make the Mac terminal bigger? Yeah, Mac. I don't know how you make the terminal bigger. Control. There you go, you got it. A bit more bigger? Because it's still quite small. Can you make more bigger?
Okay, that's fine. $shell. Et donc, ce qu'on voit là, c'est quoi? Ça veut dire que sur moi, ma machine, le shell que j'ai fait, c'est un ZSH. Donc, si vous tapez la même commande chez vous, vous devez pouvoir voir le shell que vous avez sur votre machine. Et donc, tout au long de ce cours, pour tout ce qui est commande qu'on va visiter et autres, on va le faire de façon pratique. C'est-à-dire, chacun va voir ce qu'il a chez lui, ainsi de suite, compagnie. Donc, ce que je souhaite, je vais passer peut-être la partie théorique, mais sur la partie pratique, sur chaque action, on va le faire ensemble. On va vous accompagner pour que vous passiez petit à petit cette lourdeur-là, pour que ça devienne un peu fluide lorsque vous serez en train de faire de la bioinformatique. Donc, comme je l'ai dit, lorsque vous travaillez sur Linux, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez vous connecter directement à partir d'une interface graphique, mais vous pouvez vous connecter directement au shell, mais à partir d'un terminal. Et généralement, un terminal présente toujours un prompt, une ligne avec des informations. Donc, généralement, sur le prompt qui est présenté là, si je regarde là, ça c'est le prompt. Oups. Il y a tranchant @node6 data. Tranchant, c'est le username, c'est-à-dire la personne qui est connectée à partir du terminal, le propriétaire du compte. Ce qui est arrobase, après arrobase, c'est la machine sur laquelle vous vous trouvez. Et le data, c'est le répertoire, le current directory dans lequel vous travaillez. Donc, je vous ai dit que normalement, tout fonctionne en termes d'arborescence. Donc, vous devez savoir exactement où vous êtes lorsque vous travaillez sur Linux. Attendez, je crois avoir sauté quelque chose. Voilà. Je crois avoir sauté. Je vais revenir un peu en arrière. Voilà. OK. Et donc, sous Linux, Linux a été construit à partir du noyau Unix, n'est-ce pas? Et je vous ai dit qu'il y a eu plusieurs contributions. Donc, il y a plusieurs contributeurs qui ont repris le noyau Linux. Donc, même quand le noyau Linux a obtenu à partir de Unix, et ils ont produit, ils ont eu des productions personnelles qu'on appelle des distributions. Donc, il y a plusieurs distributions qui existent. Donc, vous avez des distributions comme Debian, Fedora, Mandriva, et ainsi de Red Hat et autres. Donc, il y a vraiment une longue, grosse liste de distributions qui existent. Et l'une des distributions qu'on utilise beaucoup lorsqu'on travaille, on fait de la bioinformatique, c'est la distribution que vous avez presque tous, c'est-à-dire Ubuntu. Mais ce n'est pas la seule. Vous n'êtes pas obligé de travailler sur Ubuntu. Si vous avez un Debian, vous pouvez faire de la bioinformatique avec Debian ou autre chose. Mais celle qu'on utilise le plus, c'est Ubuntu. Et il y a même une édition, c'est-à-dire une distribution dédiée à la bioinformatique qu'on appelle EduEbu, qui contient un noyau qu'on appelle BioLinux, que vous pouvez utiliser. C'est gratuit, vous partez en ligne, vous pouvez télécharger. Il y a déjà tous les outils plugins à l'intérieur que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez aller récupérer une distribution comme BioLinux, qui est en quelque sorte, c'est un Ubuntu dans lequel on a déjà tout mis. Nous, par exemple, ce qu'on va faire, on va récupérer le noyau de base qui est le noyau Ubuntu. Et à l'intérieur de ce noyau Ubuntu, chaque fois qu'on aura besoin d'un outil bioinformatique, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mettre à l'intérieur. Et il y a des techniques pour pouvoir venir mettre ces outils-là à l'intérieur. Et ces techniques, pour pouvoir les mettre à l'intérieur, il y a des technologies comme Conda, il y a des technologies comme Docker qui permettent de le faire. Conda et Docker, on va dire, c'est parcourir ça demain. Ok, donc on a parcouru tout ça. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va accéder au shell à partir de quoi? Du terminal, n'est-ce pas? Et le terminal, lorsque vous lancez le terminal pour la première fois, vous allez avoir une ligne qu'on appelle le prompt. Et c'est le prompt que je vous ai expliqué. Mais en fait, à partir du prompt, qu'est-ce qu'on lance? On lance ce qu'on appelle des commandes.
Et une commande a une structure. Il y a le nom de la commande, il y a des options, et puis il y a des arguments attachés à la commande. Donc chaque fois que vous aurez une commande, il faut retenir que vous devez connaître le nom de la commande. Regardez les options que vous voulez utiliser. Il y a des options par défaut et il y a des arguments qu'il faut fournir, c'est-à-dire des éléments. Par exemple, si on veut regarder la qualité d'une séquence, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler un programme qui va nous permettre de visualiser la qualité comme FastQC. On va passer des arguments si on veut diriger les résultats dans un répertoire. Mais l'argument ici, ce sera quoi? Ce sera la séquence qu'on veut visualiser, n'est-ce pas? Voilà, et c'est quelque chose comme ça. Et une première commande que je vous présente ici, c'est la commande Passepartout, qui est la commande PWD. Lorsque vous serez dans votre arborescence Linux, la commande PWD va vous permettre de savoir où exactement vous êtes. Et ça, c'est très important parce que ça vous permet de vous déplacer correctement dans toute l'arborescence. Lorsque vous êtes dans l'arborescence, vous serez toujours dans une boîte qu'on appelle, vous serez toujours dans un répertoire. Et dans un répertoire, il peut y avoir des sous-répertoires, il peut y avoir d'autres types de fichiers. Si vous voulez visualiser ce qu'il y a à l'intérieur d'un répertoire, quelle que soit la position où vous êtes, la commande que vous serez obligé d'utiliser, c'est la commande ls, qui va lister le contenu du répertoire. Ce qu'il faut retenir à ce stade-là, c'est qu'une commande a des options et on a besoin de fournir des arguments. Il y a des commandes, par exemple, qui n'ont pas besoin d'options et d'arguments, comme par exemple la commande PWD, qui nous permet de savoir où on est. Il n'a pas besoin d'arguments. Dès que vous tapez PWD, automatiquement vous avez. Yep. Est-ce qu'on aura toujours, par exemple, au niveau de compte là, ça veut dire qu'il y a des termes qui doivent toujours apparaître, qui s'appelle le username, le server name. Au niveau du server name là, est-ce qu'on aura toujours le serveur? Non, si vous êtes sur votre machine locale, le nom du serveur, ce sera le nom de votre machine. Maintenant, le username, ce sera quand vous vous connectez à Linux, souvent vous demandez un login et un mot de passe, n'est-ce pas? C'est le login qui va apparaître. Maintenant, quand vous serez connecté généralement dans ce qu'on appelle votre répertoire de travail. Et c'est dans ce répertoire de travail-là qui va apparaître là. Man, just maybe you can explain that if you connect local on Windows, then you have two servers. Yeah. The Ubuntu avec la Equity in your local. Maybe explain that. Et donc, si par exemple vous êtes connecté à partir de l'interface ligne de commande, par exemple, Epitomi, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir deux noms de serveurs. C'est-à-dire quoi? Il aura votre machine et puis il aura la machine virtuelle qui porte Epitomi. Donc vous avez la partie machine virtuelle qui porte Epitomi qu'on a installée sur Windows. Donc vous aurez le nom de la machine virtuelle et le nom de la machine physique. Donc vous aurez ces deux noms aussi. Donc il faut retenir cela. Yeah. Can I some translation? Okay, yeah. So can I just go over this quick? Can I just catch up quickly? I think it's let me just find that the correct slide. So just going back to the slides, it's where were we at? Okay. Can I just control the slide? Just go a little bit back, okay? And then we'll go forward again. Okay. So I'm just going to go back to this, okay? The point about Linux, the earlier slides talked about its history from the Unix project of the 1970s to Linux being developed in the 1990s, okay? But then, and it's designed around a kernel that manages your hardware, okay? And then a shell, which is how you interface with things. Now, a shell can be, the shell we use is graphical on Windows, but you can also have a shell which is command line, okay? Where you're typing commands like a language, okay? Linux is one thing, but with many flavors, okay? Just like you have a car, which is Ford or Toyota or whatever it is, so you get a distribution, which is a collection of the Linux plus different software. Maybe you want Office software. Maybe you want Chrome for the web browser. Maybe you want Firefox. Maybe you want other software. So these are called distributions, okay? And there's so many
Debian, Ubuntu, Red Hat, CentOS, blah, blah, blah. Okay? There are many. Okay? We had Mint there the other day. How to find out what it is? There's a file called etc issue, and there's a command called cat that can read that for you and tell you what you're running on. Okay? That will describe which distribution you're on in case you don't know, and the command uname can tell you which version of the kernel. So are you on kernel version 4, kernel version 5, kernel version 6, you know? And these, each time they're updating the kernel, they're adding new capabilities, okay? The Linux is constantly evolving. So we are on, like, if you take Windows, we're on Windows 11 now, right? And we get updates and all of those things. Mac OS, gets the other, what's the latest Mac OS called? There's Big Sur, they all give them names of places. I can't remember what it's called, okay? But there's different Mac OS, same thing, you get updates, okay? And each distribution will have its own way of naming updates. Like, for instance, Red Hat might have 7 and 8. Ubuntu might have 22, 24, etc. Okay. So the way that we use the shell, what makes the shell very powerful is that the shell, we work with lots of small programs. So instead of if we use something like Microsoft Word, it's a big program and you can do everything that Microsoft Word can do. But on the shell, they break it into small programs, and we will see later on how they work together. Okay, so the Unix way, or the Linux way, is to do things by a combination of many things, right? Okay, and because it's many things, we can make workflows. Like we saw in our workflow, which is actually based on Unix tools. Okay, we saw first you go map. Then you go variant call. These are each different programs, okay? There's not one program that does everything. We just piece it together like a recipe, huh? There's lots of free bioinformatics programs, and most bioinformatics programs are developed for Linux. And most of them are free, okay? Being developed by scientists for scientists, okay? And we can run it without doing the graphics, okay? So you can see, we've seen we will see later, the shell, just text, takes less resources, especially if you want to connect to a remote computer. You can use Linux on your local computer, or you can connect to your server of the laboratory. Last night I was connecting to a server in Cape Town, you know? And I didn't need to move pictures around, I was just moving text around, it was easy. Most servers on the internet are running Linux, even the web servers that you are seeing for Google and everything, okay? Downsides, maybe not so friendly, huh? It's like talking to a scientist. They assume that you know lots, and you must go from like that, okay? So you need to put the effort in, but it's like learning a new language. If you don't put the effort into learning French, you will never speak it, okay? Or English, or whatever it is, okay? And if you don't practice every day, or at least every week, you will forget what you have learned. So if you learn now about shell, you go home, you don't do it, somebody tells you to do something else, you come back 6 months, everything will be forgotten, okay? Okay, and the shell is this interpreter. It interprets what you type. You type it a language, okay? Various shells, but we're going to focus on the one called Bash, the born again shell. And this is where we got to, okay? And it is like a language. Every command is a verb, okay? So ls is a verb, list. pwd is a verb, where am I? And then you modify the verb, just like I modify a verb. If I say walk, then I can say walk fast, okay? If I can say jump, I can say jump high, jump left, jump right. But it's still one verb, but you just modify it with the options. And then the arguments, what's called arguments, otherwise known as parameters, what does it do it on? Talk. Talk to Arnold. Arnold is my parameter, okay? If I just say talk, then I just talk to everybody. Talk to Stanislas, okay? That is the argument. It doesn't mean have an argument. Arnold, why did you do that? You know? No, that's not argument like that. It's an old word that just means parameter or target, okay? So it changes the meaning of the verb. We're caught up.
Donc après, il y a... Donc si on regarde bien dans la logique, si on veut travailler sur Linux à partir des lignes de commande, on est obligé de connaître quoi? Des commandes. Donc il y a des commandes de base qu'il faut connaître. Donc l'une des commandes de base, il y a la commande par exemple man et la commande ls. Je veux commencer par ces deux commandes-là. Parce que si vous avez une commande, par exemple, comme Peter l'a dit, vous avez une commande, c'est un verbe ls, mais vous ne savez pas ce que c'est, ce que fait ls. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez essayer de voir qu'est-ce que ls me permet de faire. Vous devez décrire, aller regarder la description de ls. Et il y a deux outils très intéressants qu'on va utiliser tout le temps ici. Sur toutes les commandes qu'on aura utilisées, avant de commencer à l'utiliser, on va aller regarder d'abord ce que sa commande fait, quelles sont ses options, et comment on passe les arguments. Et il y a man ls qui permet d'accéder au manuel du manuel de. Et à côté, il y a ls-help qui permet d'avoir de l'aide directement dans notre terminal. Et c'est la deuxième option qu'on va beaucoup utiliser. Pour chaque commande, on va aller regarder l'aide, on va ajuster pour voir comment on veut utiliser la commande. Alors, on ne va pas passer les paramètres par défaut. Et donc, c'est principalement sur cette voie-là qu'on va passer. Les premières commandes basiques qu'on va regarder, c'est la commande pwd, qui permet par exemple de vous afficher le chemin absolu, c'est-à-dire donc vous donne le chemin jusqu'à votre position. Il y a la commande ls qui liste le contenu d'un répertoire. Et à la commande ls, on peut lui passer un argument. Si on lui passe, on peut lui passer une option. L'une des options de la commande ls, c'est qu'on peut faire lx-l. Can everybody please try and follow, especially if you're not French speaking, follow the slides as Stanislas goes through to just keep up, okay? Et donc, this one, yes, this one, yes. Some people might not, some people have, we will check later, is your machine, must I check now? Must we check that, can I go around and check everybody's computer? Okay. Can I just quickly plug my computer in here on the display? Okay. Si vous avez the Windows, you must look for an app. Okay, first I will speak to the Windows users. Okay, if you are Ubuntu, you already have Linux. Voilà, pas de problème. If you are on Windows, type your. I'm just going to. You can't see it now. Sorry, I'm just going to change my screen configuration. Display settings, blah 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 blah. So now, if I say my Windows key to start an application, I type terminal, okay? You see here the application called terminal. If you're on Windows, please test this for me. Do you see this? If you don't see this application, please wave your hand. If you're on Windows, you've got it, I set it up for you, I know it's there. If you're on Windows, check that you've got terminal, please. You've got, yes, we. If you've got terminal, I think you've got, right? Just check quickly, please. Oh, you're on, sorry, I forget you're on Ubuntu. So some of them it wasn't showing the options. They what? When you type terminal, it doesn't show, no. It might not look the same. Sometimes, and even on my computer, sometimes it shows, sometimes it doesn't. I don't know what the rules are, okay? So the terminal, if you open the terminal, it might show different things, okay? When I open terminal, I see Ubuntu, okay? Some people, when they open terminal, it might show PowerShell, okay? So when you open terminal, do you see Ubuntu? Do you see Ubuntu like this?
when you open terminal. If you don't, please tell me. Are you seeing Ubuntu there in the corner? Do you see Ubuntu? Yes? Okay. Now, if you are on Mac, you can just open the application terminal and you're in terminal. If you're on Linux, you open the application terminal, you're in terminal. It's just the Windows guys that I need to check. I think we are all working, are we not? Looks like it's all working. So I think I can hand over back to you. I just want to show one last thing. We said that there is, if you're on Windows, there's two machines. Don't get confused. Here's terminal. Here's epi2me. Okay? If you're on Windows, don't use epi2me in your terminal. This is for epi2me to use, not for you to use. By and large, use Ubuntu. Okay? I think I can, because now you're going to let them type commands. I can give you the screen back. Up. Do we need any help there? No? Back to your side. It's working for everybody, right? Yeah. Yeah. Ce que je veux maintenant, vous suivez. PWD et vous faites LS. Pour tirer L. Vous regardez l'aide de chacune de ces commandes et vous allez me dire ce que ça fait. PWD espace -L for each of these command lines. Vous testez toutes les commandes. Qu'est-ce que la commande fait? Et puis vous l'exécutez pour voir. Pour vous assurer qu'elle fait exactement ce qui a été dit. Comme ça. Vous faites tirer L. It's just unless. Unless. Donc on va aller sur PWD. Je vais effacer mon écran. Si je fais PWD -L, voici. Chez vous, quand vous faites PWD-L, qu'est-ce que vous donne? Bad option. C'est ça, n'est-ce pas? Really? Oh, but that's for Mac. Ah.
Ici, Mais- moi, mais- je suis, mais le Mac je suis is- sur un Mac. On va me donner ça. Mais normalement, on peut troubleshooter ça. Tester, par exemple, le MAN. De votre côté, sur moi, ça ne va rien donner, mais ça peut ne rien donner. Mais testez de votre côté. MAN PWD. Par exemple, voici ce que ça donne. Oh, but no, you must show them how to get out of this, huh? Because they're going to be stuck in the screen. Lorsque vous avez fait quoi? Help, c'est passé. Maintenant, faites le MAN. MAN, espace, et puis vous mettez le nom de la commande. Et voici ce qu'on appelle le manuel. À l'intérieur du manuel, qu'est-ce que vous avez vu? Vous voyez PWD return, tant. Ça vous dit ce que la commande fait. Synopsis. Dans la partie synopsis, s'il vous plaît, vous suivez. Dans la partie synopsis, je vous avais dit qu'il y avait des options pour les commandes, n'est-ce pas? Donc PWD a une commande, a une option qui est moins grand L et moins grand P. En termes de description, on vous donne la description et chacune des options, qu'est-ce que l'option vous permet de faire avec un petit commentaire. Maintenant, vous êtes à l'intérieur du manuel qui est un fichier test. Comment sortir pour revenir à votre écran? Arrivé là, vous voyez, ça clignote en bas ici. Il faut taper Q. Et puis vous revenez à votre. Q. C'est bon? C'est bon? Ok. Donc chaque fois qu'on voudra obtenir des lettres, c'est bon. Soit on fait quoi? On fait un man, ou bien on fait quoi? Un tiret, L. Et sur toutes les commandes, c'est ce qu'on va passer. Ça va? Et donc, allez-y, regardez, je veux que vous me faites la même chose pour LS. Chez moi, ça ne va pas passer. LS, L. Ici, je fais man LS. Bon, essayons de parcourir un peu de LS. Qu'est-ce qu'on nous dit? LS liste le contenu d'un répertoire, n'est-ce pas? Mais il y a des options qui sont associées qu'on va beaucoup utiliser. Je veux que vous me regardez l'option moins L et puis moins A. So on Ubuntu, just to explain, on Ubuntu this looks a little bit different to what Stanislas is showing. You've got the colon at the bottom where Stanislas is showing. My Ubuntu doesn't show a colon at the bottom. It's like a white line saying manual page, but it works the same. You can go up, you can go down, you know, and then Q to Q if you are finished. Okay, carrying on. Okay, here, that's a lot of options. Okay. Donc, il faut retenir l'option moins A. Lorsque vous êtes dans un répertoire, il peut y avoir des fichiers qui sont masqués. Si vous voulez voir aussi les fichiers masqués, il faut utiliser l'option moins A. Et il y a une option qu'on appelle l'option moins L. Ok. L'option moins L. Qui fait une liste longue liste. Ça veut dire que ça va donner plus de détails sur le contenu qu'il y a à l'intérieur. Et donc, si je sors d'ici et que je fais ls moins L, là où je suis, regardez comment il va nous présenter le résultat. Donc, vous voyez, il me donne ls moins L. Voici ma commande. Et si je prends la première ligne, voici ce qu'il me donne. For the Anglophones, we're just pointing out the difference between ls and ls space minus L. Okay? Il n'y a rien dans ton répertoire, c'est ce que ça veut dire. Donc allez-y, tout le monde tapez ls moins L. C'est ok.
donc, quand vous faites ls-l, je vais expliquer juste quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle les droits sur le fichier. Donc, prenons par exemple, on a les droits sur le fichier, il y a la machine sur laquelle on a connecté, la taille, the size of the file, and the name of the file. Et ça, on peut modifier. Après, l'autre commande qu'on va revisiter, ok, maintenant tapez-moi la commande goût. Qu'est-ce que ça vous donne goût? Si vous voulez, si vous avez votre interface qui est surchargée, vous tapez clear. Ou bien CTRL L. Clear, clear. Type it again so we can see. Yeah. Et on va tester des commandes comme vous. Vous va vous demander qui est connecté actuellement. Moi, par exemple, donc vous, je suis IPCI, je suis connecté à partir de ma console, mais j'ai d'autres connexions en background. Quand vous faites vous chez vous, vous voyez quoi? Console, Titi, OS. Moi, c'est le Clio VDS Flash 1 et puis Okay. Au moins, vous savez que le nom sur lequel vous êtes connecté, ça apparaît. Donc, si vous êtes sur une machine, vous pouvez vous savoir tout de suite qui est connecté à la machine. Ou bien vous pouvez taper aussi who am I. Maintenant, l'autre chose que je vais vous présenter, lorsque vous saisissez une commande, vous n'êtes pas obligé de connaître l'entièreté de la commande. Vous faites le début de la commande et puis vous faites tabulation. Le début de la commande et tabulation. Let's translate it to English. If you don't know the details of the command, you can type WH and then press the tab button, and it will show you some what we call continuations. What can come after? So when you press tab, it will show you what you can do next. Back to the on-process. Okay. Donc, si vous voulez compléter, vous faites toujours avec tabulation. Vous, am I? Yeah. Où am I? Ici. On va tester encore d'autres commandes. C'est bon, Who and who am I? Si vous regardez sur la première ligne, il va me dire exactement ce que PWD fait et il va me dire toutes les commandes associées à PWD. C'est la première ligne qui est dedans. Just this. What is PWD? Return the absolute value of the current directory. Donc, si vous pouvez utiliser à la volée aussi what is pour savoir ce qu'une commande fait. Alors, what is ls? This is the directory content. What is whoop, perhaps? Let's say what is whoop. Ainsi de suite. Donc, pour ce qui est des commandes, vous n'êtes pas obligé de les connaître par cœur.
mais vous avez des moyens pour pouvoir revenir dessus. Donc, il y a le L, -L, il y a le man, et ce qu'on vient de voir, c'est quoi? Le fameux what is. Et donc, chaque fois qu'on aura utilisé des commandes, c'est sur ces éléments-là qu'on va naviguer. Maintenant, So how did you get that long list? c'est what is on plenty. Ah. Let me clear this. Maintenant, l'autre chose, c'est que quand vous avez passé des commandes, s'il vous plaît, look here, please. Lorsque vous avez passé des commandes, vous pouvez revenir sur toutes les anciennes commandes. Regardez. You can scroll and see all the commands you have used. En faisant quoi? La flèche qui monte et qui descend. So you don't need to. Vous n'avez pas besoin, si vous avez tapé une commande, vous n'avez pas besoin de venir et taper. Vous pouvez lister comme ça, scroll. So what Stanislas is showing is that if you want to get the previous command you typed, you just press the up arrow, okay? But Stanislas, can you type something that's a mistake? When you did Wormite, can you make a mistake again? Like type something wrong? Like put a spelling error? Yeah, DFD. Huh? Yeah, enter. So now maybe you were trying to press DF, okay? Now you can just press up, and then you can delete, you can edit the command. You can even move around with left and right. And then you press DF, and now it's going to work. But this screen. So yeah, don't always start from 0. Think that what can I reuse from my previous command? Ce qu'on vient de voir, DF par exemple, c'est une commande qui permet d'avoir la capacité mémoire qu'il y a sur, la capacité disque dur qu'il y a sur votre machine. Donc si vous vous êtes trompé par exemple que vous avez mis DFI, vous revenez dessus et puis vous modifiez. Donc ne partez jamais de 0. Il y a toujours des anciennes commandes qui sont là, qui peuvent vous aider. Et l'ensemble des commandes que vous avez tapées, vous n'êtes pas obligé de copier. Please. Look here. Vous n'êtes pas obligé de copier. Historique. Voici la liste des commandes que nous avons passées aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de copier. Et cette liste de commandes, je peux l'envoyer vers un fichier pour conserver. Donc vous n'êtes pas obligé de copier. Et comment on envoie ça vers un fichier? Si je vais envoyer vers un fichier, je fais history, je fais redirection et puis je fais commande. Aujourd'hui, c'est le combien? 16. C'est du 16, 10e mois, 24. Par exemple, .txt. Je fais entrer. Je fais history. Et je redirige. Normalement, quand je fais history, ça apparaît à l'écran. Mais si je ne veux pas que ça apparaisse à l'écran, je reprends. Voici la commande. J'ai fait history. La liste de toutes les commandes que j'ai passées, je l'aurai. Si je fais history que je ne redirige pas, ça va apparaître à l'écran. Maintenant, si je veux conserver dans un fichier, je fais supérieur et puis je donne un nom .txt et ça va aller directement là-bas. Maintenant, comment je fais pour voir ce que j'ai envoyé de l'autre côté? Je fais juste 4. Ce sont des commandes qu'il faut connaître, on va découvrir ensemble. Je fais par exemple 4 cmd et j'ai encore le contenu. Donc, chaque fois qu'on va pratiquer, qu'est-ce qui va se passer? On fait notre journée. Quand on a fini, que vous voulez conserver vos commandes, qu'est-ce que vous faites? History, vous balancez dans le fichier du jour et après vous partez faire quoi? Un 4 pour regarder le contenu. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de laisser tout ce qui est cahier là. Pratiquer. Yeah. On pratique et on écoute. But you know about Sandbox the bio? Yeah. Because you can practice online as well. Translate.
Yeah. So, okay, so going back to some commands that he was using. We saw who is logged into the computer, who am I, what is my username, and what is a simple explanation for a command. What is, but what it does is it summarizes the man page. You saw the man page, it was huge amounts of stuff, and what is just gives you one line summary, okay? So, and we saw clear, then history gives you the most recent commands that you've typed, okay? But any command, if you put the greater than sign after the command, it doesn't show you the screen. It puts the output to a file. It's called a redirect, okay? So, when I was setting up your containers, I was using the other one. Less than means get it from, but greater than means put it into a file, okay? So if you want to save the output of ls to a file, if I want to save the output of ls to a file called list.txt, what must I type? I want to put the output of ls in a file called list.txt. Do you translate the question? Ce qu'il vous demande de faire, c'est qu'il veut, si je tape ls, maintenant qu'est-ce que ça va donner? Le contenu du répertoire dans lequel je me retrouve, n'est-ce pas? Mais il veut transférer dans un fichier. Qu'est-ce qu'il doit taper? What must I type? The greater than, yeah? Sorry, less than, greater than. And now what must, if I want to save it in a file called list.txt, I want to save it in a fichier list.txt, what must I now type? List. This is right? No. Why not? I'm the expert. How can you tell me it's not right? What's wrong? It's space. It's space. Every parameter in the shell is one word, no space. One word, no space. Okay? Space, that's why spaces cause problems for the shell. Okay? Because spaces separate words. Huh? Okay? I think it should bring a screensaver. But okay, that was the thing. Anyway, back to you, Stanislas. The CMD, Yeah. that was just an image. It's just a name. It's not create something. Where's this? Let me show you. First line. History, Ah, Yeah, it was written. it's the name. yeah. So the Command, CMD is not a command. my command No. from the. This is not a command. This is the command is always only the first word. It's a verb. Yeah. Huh? Anything after the first word is not a command. Command. Okay? Just one thing to point out, actually. This part over here, just to be very clear, that part, after the greater than sign, history does not even know about it. The command history, we said Linux is small tools, right? We said small tools, okay? So history does one thing. It shows the history. History does not know about greater than. Greater than, bash knows. The shell knows about greater than. Anything you can use. With ls you can use with greater than. History you can use with greater than. Who can with greater than. Because it's a language where the this is history. The bash will read that. Because remember, your command is being read by bash and being interpreted. You said it was an interpreter, right? Yeah. The shell interprets what you're doing, and it says run history, and then it does that. This is for bash, not for history.
if you want Ce que Peter explique, c'est que si j'enlève ça, que je fais historique simple ça, où est-ce que ça apparaît? À l'écran. Donc, historique, lui, il ramène à l'écran. N'est-ce pas? Ça, c'est ce que Bash, quand Bash va interpréter historique, c'est pour amener à l'écran. Maintenant, je vais dire encore à Bash, après historique, il faut faire ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le contenu de historique, je dis à Bash, il récupère le contenu de historique et il faut le renvoyer où ça? Dans le fichier. Yeah, and I'll show you something that explains this. History 10. Now I only show 10 lines, huh? Maybe not on minus n 10. They make it 5. No. Let's do what can we do that's okay. Okay, so what is LS? Yes? Oh, did I do something wrong? Screen's gone. Just check the connection on your side. Check that. Just wiggle that. Just check the connection, this connection, see if it's loose. I'm going to just try and restart it. Yes. Last time this worked, right? I think it goes down, but you need to give it some more time. But this one takes not very What I want to show them is which part is of the command, which part is for the shell. To understand. Okay. Yeah, give it a nice, find an example. Yeah. So let's say, S'il vous plaît, vous suivez. What is? okay. So what is who, right? What is with the parameter who, okay? Yeah. Yeah, okay. Which part of this command, part of this line goes to what is? Part of this, which part does what is see, which part does it not see? Okay? So which part of this line does the what is command see? And which part does it not see? Quelle est la partie que what is voit et quelle est la partie qui ne voit pas? What is, il agit sur quoi? Il agit sur quoi? Sur who. Donc il voit quoi? Who. C'est ça. Il voit who. Donc si on s'était arrêté là, le résultat apparaissait où? À l'écran. N'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc what is, il voit quoi? Il voit cette partie. What is, il agit jusqu'à ici. Maintenant, quand ça sort à l'écran, ça, il ne voit pas ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Le signe supérieur, c'est comme si c'est un second ordre qu'on donne au bash. On dit au bash, ce qui va sortir à l'écran de what is who, tu récupères et tu mets ça où ça? Tu mets ça dans who.txt. C'est comme si on a fait combien d'actions? 2 actions. 2 actions. Oh, now we're coming to screen again. The screen is gone again. It's a connection. So what I was just trying to point out there is that anything after the greater than, what is command doesn't even know about it. Okay? Oops.
Et donc, ce que Peter explique, c'est que quand vous travaillez avec Bash, qu'est-ce qu'il fait? Il met les commandes les unes à la suite des autres. Et c'est vous qui devez voir comment vous les enchaînez. Et c'est cet enchaînement-là qu'on appelle faire les pipes. Il y a plusieurs manières de piper les commandes. Et ainsi de suite. On fait une commande, on donne le résultat à une autre qui avance, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on finisse de réaliser. Donc, la chose que vous devez maîtriser les commandes, et puis vous devez maîtriser comment on les donne. On s'enchaîne les unes à la suite des autres. Ce qu'on vient d'enregistrer sur texte. Ce qu'on vient d'enregistrer, on a mis ça, c'est rentré dans un fichier, ce qu'on appelle un fichier. On va revoir tout ça en détail. C'est quoi un répertoire, un fichier texte? C'est parti dans. Donc, si je veux voir le contenu, regardez le contenu d'un répertoire, c'est ls. Pour regarder le contenu d'un fichier, c'est 4. Il y a plusieurs commandes, mais la commande basique, c'est 4. Donc, si je fais 4 commandes, 4 commandes.txt et que je fais entrer, voici, c'est là. Ah, et vous voyez que je n'ai rien fait de tête, n'est-ce pas? Il faut qu'on sorte. Oui, et le rôle de la séance qu'on va avoir jusqu'à demain, c'est pour vous habituer aux commandes. Vous allez vous habituer, mais il faut pratiquer. You have to practice if you want to be comfortable. Yeah, so that's one thing you have to practice. What is different? It should be this. It should be similar. What is different? We can work with on Linux locally, but we can work also remotely using Sundocs. Let me show you. It's Sundocs.io. Let me Google it. Sundocs.io. So just for sandbox.bio, not bio. Bio, like bioinformatics. Yeah. You're missing a B. And box, you're missing 2 B's. Why don't you like B's? Sandbox. Sandbox. Yeah. Sand, now you're missing a D. Sand, box. Yeah, box. Oui. Point bio. No, so bio, like in bioinformatics. Is this Oui, correct? that's it, that's correct, yeah. This is a website, sandbox.bio is a website for practicing
bioinformatics in your web browser. Okay, and you can learn like a lot. En français, he will say en français. Okay, it is. You see here, you've got a terminal avec, par la web. Okay, but you can explain what that is. Yeah. Actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en local sur votre machine, n'est-ce pas? Mais Linux, vous pouvez faire tout en ligne. C'est-à-dire, vous pouvez aller sur sandbox.io et il va vous ouvrir un terminal. Et à partir de ce terminal, vous avez tout déjà installé et vous pouvez taper vos commandes là-bas. Donc, vous pouvez travailler localement, mais vous pouvez travailler en ligne. C'est un playground qui est très intéressant. Vous pouvez vous faire la main sur Linux là-bas. Donc, vous avez la possibilité soit de travailler sur votre machine, soit de travailler. Et il y a tout un tuto là-bas que vous pouvez utiliser. And what we're thinking is start off with this, then later, after we've done this, we're going to show you some things local. Conda, they're going to do local. Yeah. Donc tout le monde on passe sur sandbox.io. So can we get that loaded up? It's almost lunchtime, but can we not this one, but just go down, scroll down a little bit. I'll show the one which is the starting one, and then terminal exercises. Oh, no, let's start with terminal basics. Terminal basics. So then we'll just look for terminal basics. Okay? And there's LS, head, tail, grep. These are nice things to start with, right? So, Okay. Donc on se connecte tous à sandbox.io et puis on... C'est bon chez tout le monde? The writing might be a little bit small here, but when you say echo, right, then you're asking to echo back to you. But you see how it says in quotes, double quotes here, hello, space, world. We said earlier you can't use a space, but if you want to use a space, you must put quotes around it, okay? Either single, 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 or double, double. They have to match. I don't think it's got the. You could try man. Do you think it's got a complete computer there? I'm not sure if it's got a complete computer behind the scenes here. It might just have some commands and not others. Yeah. Okay. Donc, yeah. Tu fais juste man echo. Man echo. Maybe you want to explain the difference. Man echo and echo helps. Okay. Donc, si vous faites normalement, si vous faites man echo, ça devrait vous ouvrir le manuel. Il y a un manuel qui est associé à toutes les commandes, ça va l'ouvrir. Mais si je fais echo-L, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme s'il va exécuter echo si -L, puis c'est -L qui va apparaître à l'écran. Donc la bonne manière sur echo, sur les autres commandes ça va marcher. Mais sur echo, c'est de préférence d'utiliser man. So for many commands, you usually use the follow tool and let's use help. And I think for echo, yeah. it interprets anything after Echo. you want to say something. So that is Ok, donc. Comme ça dit, ça. Je suis intéressé. Toutes les commandes.
Dans ce premier tutoriel, on a testé Echo. On va sortir et on va suivre. Regardez ici. Il y a 8 pages de commandes. Et on va parcourir toutes les pages. Donc, on va sortir en tapant Q. Je vais faire un clear. Je vais effacer. Et vous me parcourez toutes les commandes. Après, ce qu'on vient de passer, c'était ça. On a fait Echo. Après, vous faites PWD. Après PWD, vous passez LS. Et quand c'est fini, vous faites Next. Comme ça, jusqu'à arriver à la fin. Allez. OK. Let's go.